Bon ben, rebonjour, chers collègues, amis. Moi, j'aimerais commencer vraiment par remercier et féliciter aussi la Fondation Brochet, sa directrice, Cécile Caldwell, pour ce week-end et aussi pour la mise à l'honneur de femmes qui ont fait et qui font l'humanitaire d'aujourd'hui. Je pense que c'est un excellent sujet et puis c'est aussi une occasion pour moi de, voilà, en discutant d'une brève intervention pour le CICR, je me suis dit plutôt que de faire 15 minutes sur qu'est-ce que le CICR, je vais me lancer pour faire 15 minutes sur, tiens, au fond, quelle est la place, le rôle des femmes dans l'histoire du CICR, puis comment on peut un peu analyser ça. J'ai été voir nos historiens, nos archivistes, j'ai discuté avec un certain nombre de collègues, et puis je me suis dit, ben voilà, moi je suis un homme, mais je pense que c'est important que je puisse aussi m'exprimer sur ce sujet. Donc, je dirais que si j'analyse ce que j'ai pu percevoir, l'histoire du CICR est faite d'hommes, voilà, de grands hommes, mais qui étaient certainement des produits de leur époque et de leur civilisation, notamment dans leur conception du rôle et de la place des femmes dans la société et dans l'humanitaire. Et puis, on a quelques femmes d'exception qui, elles, ont su prendre la place qu'elles n'avaient pas forcément pour développer leurs activités dans l'humanitaire et notamment au CICR, c'est ce que je vais essayer de montrer, et qui ont été vraiment des pionnières, qui ont ouvert la voie, qui ont ouvert des portes, et puis que certaines d'entre elles voulaient célébrer ici, et je crois que c'est très important. Peut-être pour débuter, bien sûr, c'est Henri Dunant qui écrit Le souvenir de Solferino. Pascal Hufschmidt, directeur du musée, l'a bien vu. Il a pris quelques extraits du souvenir de Solferino sur la manière dont Henri Dunant voyait le travail très important des femmes de Castiglione comme soignantes, mais voyait aussi qu'il fallait que des hommes prennent les choses en main pour organiser tout ça notamment en prenant le leadership de Société nationale de Croix-Rouge, de Société nationale de secours, pour prendre les choses sérieusement en main et organiser les secours. Donc, il était précédé dans son idée, qui est retranscrite dans la première convention de Genève, l'idée d'une aide médicale impartiale, qui fait qu'au fond, les secours médicaux, l'aide médicale va être tout de suite octroyée à tous les blessés de guerre, qu'ils soient amis ou ennemis. Il a été précédé par deux très grandes personnalités, d'abord par la Britannique Florence Nightingale et puis l'Américaine Clara Barton. Ce qui est intéressant, c'est que Florence Nightingale, qui suit les armées britanniques en Europe de l'Est et puis qui va ensuite en Crimée, elle impose justement aux services médicaux de l'armée britannique le soin immédiat à tous les blessés, y compris les blessés ennemis, mais elle n'adhère pas du tout à l'idée d'Henri Dunant de créer des associations privées de Croix-Rouge qui vont être auxiliaires de l'État. Pour elle, c'est vraiment l'armée, le gouvernement, l'État qui doit assurer ce rôle. Et c'est pour ça qu'au fond, la Croix-Rouge britannique a vu le jour assez tard, c'est parce qu'il n'y avait pas de buy-in. Alors que Clara Barton, qui elle est impliquée de la même manière dans la guerre de sécession, elle tout de suite va être une enthousiaste, soutien d'Henri Dunant, de la première convention de Genève, et va être la première présidente de la Croix-Rouge américaine. Alors, j'en passe très rapidement à 1914. Il y a une photo du comité. En 1914, c'est très simple, il y a 9 messieurs, membres du comité, et un secrétaire. Et tout d'un coup, on a la Première Guerre mondiale, et en quelques mois, le CICR va engager 3000 personnes, 3000 collaboratrices et collaborateurs, 2 tiers de collaboratrices, notamment Dactylo et autres, pour l'Agence internationale des prisonniers de guerre. Et dans cette Agence internationale des prisonniers de guerre, évidemment, on a une personnalité très importante, Marguerite Kramer, qui est là, qui va devenir une des responsables de cette agence, qui deviendra l'agence de recherche, plus tard, l'agence de recherche dont Daniel Coco a parlé tout à l'heure. Et puis, elle va aussi s'impliquer dans des missions diplomatiques en 1917. Et certains disent qu'au fond, Marguerite Kramer a été une des premières diplomates modernes de l'histoire, la diplomatie du XXe siècle, et elle va en 1918 entrer comme première membre femme du Comité international de la Croix-Rouge.
Et c'est intéressant parce que, bon, on a eu Suba Umatevan et Doris Chopper, voilà, c'est bon, votre prédécesseur, la première prédécesseur, a été nommée en 1918, aussi en reconnaissance du travail extraordinaire qu'elle avait réalisé pendant la Première Guerre mondiale. Maintenant, si on regarde les délégués, la première femme déléguée, 1921, est Madame Zénaïde Dessona, qui est engagée à Belgrade pour fournir des secours aux prisonniers de guerre russes. Il y a pratiquement plus de délégués et très peu de femmes qui sont admises ou cooptées dans le comité international de la Croix-Rouge jusque durant la Deuxième Guerre mondiale. Dans la Deuxième Guerre mondiale, on a de nouveau l'engagement important de femmes, notamment dans l'Agence centrale de recherche et pour d'autres fonctions, mais dès 1949, il n'y a plus de femmes déléguées au CICR. Et il faut attendre la décolonisation, notamment en Afrique, pour voir une des premières déléguées au sens vraiment moderne et contemporain du terme, Madame Jeanne Heger, qui est au fond secrétaire de la mission du CICR à ce qui s'appelait à l'époque Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Et elle est souvent laissée elle-même parce que son chef s'en va dans la région. Et livrée elle-même, elle doit très vite négocier des accès, négocier des accès à des prisonniers, négocier un certain nombre de facilités pour le CICR, et elle s'engage tout de suite dans un travail de délégué qu'elle va embrasser pour le reste de sa carrière. Et je crois qu'elle est toujours parmi nous, donc de ce monde, mais je suppose assez âgée aujourd'hui. J'ai discuté tout à l'heure avec Daniel Coco. Daniel, est-ce que tu es là? Oui, Daniel. Voilà, alors je pense que c'est vraiment les années 80 qui ont vu, grâce à Daniel et d'autres, un changement. Parce que Daniel me racontait qu'en 1982, elle a voulu postuler au CICR, elle ne voyait pas comment faire, elle a appelé, et Daniel m'a autorisé de raconter son histoire, parce que c'est assez parlant. Et puis, elle a appelé les ressources humaines, elle a eu le directeur qui lui a dit « Mais madame, savez-vous que c'est un métier d'homme ?» Et puis, le directeur lui a répondu... Daniel lui a répondu « Oui, je le sais bien, mais moi, je veux devenir délégué. » Et il aurait dit « Ah ben alors très bien, c'est exactement le genre de personne qu'il nous faut. » Et puis finalement, tu as été engagé comme délégué et tu m'as dit que quand tu as fait Cartigny, vous étiez sur 25 ou comme ça, vous étiez 2 femmes sur 22. Voilà. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai fait Cartigny, donc le cours d'intégration, 7 ans plus tard. Et il y avait un bon tiers de femmes. Ce n'était pas encore la parité, mais disons, il y a eu ce changement des années 80 avec un engagement plus grand. Et puis une première chef de délégation, Sophie, qui était, sauf erreur, chef de délégation au Mozambique. Voilà. Donc, je ne veux pas vous ennuyer avec maintenant peut-être plus d'éléments, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de préjugés qui ont la peau dure. J'ai été frappé par Suba lorsque tu as dit tiens, une femme qui va devenir responsable d'une fondation où l'essentiel des collaborateurs sont des hommes arabes musulmans. Et ça m'a rappelé nos délégations du CICR dans les pays du Golfe, dans les monarchies, où il y avait un préjugé, on ne peut pas avoir de femmes responsables de ces délégations-là, il faut des hommes pour parler à ces monarques arabes. Jusqu'à ce qu'on ait un chef de délégation arabo-musulman qui a dit « mais moi je veux au Qatar, je veux à Dubaï, des femmes, parce que ces femmes chefs de bureau, elles vont obtenir ce que moi je n'arrive pas à obtenir de la part de ces monarques. » Et il avait raison. Et ensuite, toutes les responsables de ces bureaux sont devenues des femmes, et il a fallu que ce soit finalement un collègue qui n'était pas suisse, mais qui était de la culture, qui comprenne que ça marcherait très bien. Voilà, donc peut-être maintenant, j'en viens plutôt à la période contemporaine. Avec le comité international, enfin l'Assemblée du CICR, on a adopté une nouvelle stratégie institutionnelle en 2018 et on a imposé la parité entre 2018 et 2022, la parité hommes-femmes dans les postes de cadre du CICR. Et notre directeur des opérations a dit « mais vous êtes fous, comment vous voulez que j'ai un pipeline en 4 ans pour trouver des chefs de délégation dans des endroits extrêmement exposés au niveau des risques, que ce soit à Taïs ou Hodeïda, au Yémen, etc. Je n'ai pas encore assez de collaboratrices qui ont fait le parcours requis pour y arriver. » Et la réponse a été « on ne veut pas le savoir, vas-y ». Et puis, je crois qu'on est en train d'y arriver.
au niveau donc, des cadres, que ce soit sur le terrain et à Genève, bien sûr. Et comme vous le savez, le 1er octobre, on aura l'honneur d'accueillir la première présidente du CICR, juste avant de fêter nos 160 ans. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, voilà peut-être l'histoire résumée. J'aimerais conclure pour dire qu'on a une nouvelle direction qui vient d'entrer en fonction hier, avec 6 nouvelles directrices et nouveaux directeurs, dont la parité homme-femme. Et on pensait faire bien, mais de la part de nos collègues, notamment des collègues sur le terrain, dont quand même 40% sont africains, peut-être un tiers ou 30% sont moyen-orientaux, il y a eu vraiment une fronde, une colère qui a été exprimée pour dire comment se fait-il qu'ils sont tous occidentaux. C'est inacceptable. Et aujourd'hui, je crois que les questions de diversité et d'inclusion, y compris des minorités LGBTQ+, ou bien sûr la promotion de collègues du Sud, est absolument essentielle. Et donc je pense que la complexité de travailler rapidement avec du travail que j'appellerais de affirmative action, pour la promotion de nos collègues du Sud et qui sont issus aussi de minorités, est absolument essentielle. Et avec Doris Souba, que vous avez vu tout à l'heure, on va continuer à s'y employer. Je vous remercie.